Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne pour le premier épisode de 2021. Je voulais déjà vous souhaiter à tous une très bonne année et moins noir que 2020 si possible. Mais allez, trêve de bavardage et attaquons notre sujet du jour qui est l'une des seules batailles qui ait eu lieu dans la comté. Toutes les informations sont issues des derniers chapitres du Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Lorsque Frodon et ses compagnons revinrent du couronnement d'Elessar, ils trouvèrent leur beau pays, autrefois verdoyant, sous la domination d'un ramassis de bandits qui asservissaient les hobbits et les forçaient à travailler. Mais revenons au début de toutes ces histoires, qui commencèrent très peu après le départ de Frodon de la comté. Lothon Saquet de Bezas, dit la Pustule, avait de drôles d'idées, pour la comté en tout cas, et il semblait désirer tout posséder pour lui-même et faire marcher les autres au pas. Cela avait commencé avec toute une série de propriétés dans le quartier sud de la comté qu'il avait obtenues en héritage de son père. Mais bientôt, il acheta aussi des fermes, des auberges, des plantations d'herbe à pipe et même le moulin de Ted Rouquin. Au début, les gens parlaient tout bas. « Lothon, on voit notre meilleure herbe à pipe au loin, il paraît !» Petit aparté pour dire que c'est vrai, l'herbe en question est trouvée par Merry et Pipin et Isengard. Seulement Lothon ne s'arrêta pas là, mais on voyait aussi au loin d'autres marchandises, du blé, de l'orge, peut-être de la viande et d'autres marchandises importantes pour le fonctionnement de la comté qui n'était pas habituée à l'export massif. Alors, les gens commencèrent à s'irriter, et avec l'hiver qui arrivait, ils se demandèrent alors où ils allaient trouver de la nourriture, et où ils allaient trouver de la bière et toutes ces choses, alors ils le demandèrent à Lothon. Malheureusement pour tous, pour les Saquets, les Boffins, les Touques, les Suncors, les Fierpiers, les Gamgee et autres familles, Lothon avait une réponse toute prête. Il fit venir des hommes mauvais. Au début, ils repartaient avec des marchandises, mais certains restaient en comté. Et abattirent des arbres, construisirent des maisons et des cabanes exactement selon leur bon plaisir, sans faire attention aux hobbits. Au début, Lothon essayait de payer toute la casse et tous les dommages, mais il y en avait trop, même pour lui et même pour sa poche, très fortuné. Alors un jour, Will Pied-Blanc, le maire de Hobbitbourg, monta à cul-de-sac dans une colère noire, et il allait exposer son point de vue à Lothon. Mais il n'arriva jamais à cul-de-sac, car il fut pris par des bandits en chemin et mené vers des trous à grand cave que l'on appellera plus tard les trous prisons. Peu après le nouvel an 3019, il y avait donc plus de maires dans la comté, et Lothon, naturellement selon lui, se donna un titre un peu plus guerrier, s'il en est dans la comté, de shérif en chef, ou plus simplement le chef. Un shérif, c'est un peu un mélange entre un policier, un garde-chasse et un pilier de bar. Et là, ce fut le début de la fin. Le chef fit fermer les auberges car il n'aimait pas la bière. Il fit réquisitionner l'intégralité de la nourriture pour la redistribuer également entre tous les hobbits. Quoiqu'égale, la répartition était trop insuffisante pour nourrir tout le monde à sa faim. La famine grondait alors en comté. Charcou, ce nom, fit écho en comté à partir de septembre de la même année environ. Il était question, selon le hobbit du coin, du pire bandit de tout le tas. Charcou n'a jamais été vu des hobbits et se cachait à cul-de-sac. Et les bandits faisaient tout selon ses ordres, qui sont pour la plupart tailler, brûler, piller et casser tout. Les hobbits surent alors que Lothon n'était plus le chef, ou en tout cas le suspectaient, quand ils virent les hommes de Charcou emmener sa maman, Lobelia Saquet de Bezas, au trou prison de Grand Cave. Et ça, pour détester qu'elle était, Lothon devait être le seul à l'aimer assez pour ne jamais la toucher ni lui faire de mal. Bon, voilà qui plante le décor d'une bataille à venir car le peuple gronde silencieusement et s'irrite de plus en plus. Une étincelle suffirait à tout faire exploser, quoiqu'au fait les gens ne sachent pas quoi faire. Tel était le problème des hobbits qui n'étaient pas du tout guerriers. Cette étincelle prit alors la forme de 4 hobbits qui rentraient des terres du sud, Frodon, Sam, Merry et Pipin. En arrivant devant le pont du Brandevin, ils le trouvèrent fermé par une large grille en fer avec une pancarte dessus, pancarte qui était illisible à cause de la nuit évidemment. Ils entrèrent de force et se firent même inviter dans une maison de shérif un peu contre le gré des shérifs en question. Au matin, ils se firent alors arrêter pour infraction des règles et auraient dû être emmenés au trou prison, mais le chef, Charcou, voulait les voir en personne à cul-de-sac. Alors la troupe de shérifs, qui n'en menait pas large, devant garder 4 hobbits grands, forts, armés et courageux, les mena en direction de cul-de-sac. Mais ils s'arrêtèrent avant d'arriver, et les 4 hobbits leur promirent d'aller jusqu'à cul-de-sac en rupture d'arrestation, comme dit le chef des shérifs. Les hobbits arrivèrent alors à l'Ezo et terrorisèrent les bandits pour la première fois. L'étau se resserrait autour des bandits, et Frodon et Sam attirèrent le voisinage, dont le père Chaumine par exemple, pour avoir toutes les informations utiles
Et tandis que Merry partait explorer les environs et préparer un plan de défense alors que Pipin était envoyé dans le pays de Took pour ramener sa famille nombreuse comme aide. Alors qu'une vingtaine de bandits de Hobbitbourg marchaient vers les eaux, une bonne troupe de hobbits répondirent à l'appel de corps lancé par Merry. À les eaux, des barricades furent mises en place sous le commandement de Merry et des archers postés hors de vue. Pendant ce temps, les Shawmin se joignaient également au groupe et au plan et au combat. Quand les bandits sont arrivés, ils ne s'attendaient pas à un piège. Ils remontèrent la route de l'Ezo, appelant tout le monde à rentrer tranquillement, jusqu'à l'endroit où se tenait le père Shawmin tranquillement posé à côté d'un feu. Feu qui était d'ailleurs une infraction aux règles. Ils l'ont alors menacé, mais ils se sont retrouvés en infériorité numérique. Alors que les hobbits fermaient la barricade derrière eux, les bandits furent encerclés, et leur chef tomba sous les flèches alors qu'il tentait de frapper Merry. Les autres se rendirent, pour certains, alors que d'autres attaquèrent la barricade et furent tués. Un groupe plus important de bandits arriva du carrefour le jour suivant. Entre-temps, Pipin avait monté une rébellion dans le pays de Took et revint avec une centaine de membres de sa famille. Merry installa une ligne défensive sur une partie fortement encaissée de la route de l'Ezo. Les bandits marchèrent droit dans l'embuscade, ne s'y attendant pas évidemment. Certains se rendirent, d'autres s'échappèrent, une vingtaine en fait. 6 hommes et 2 hobbits furent tués. Les autres, désespérés, ne se souciaient pas de s'échapper, mais seulement de tuer le plus possible. Les côtés de la route se révélèrent trop escarpés pour être escaladés, et beaucoup tombèrent avant d'atteindre les haches des hobbits. Merry et Pipin chargèrent depuis le côté est. Merry tua alors le chef des bandits. Au final, près de 70 hommes ont été tués, et 12 ont été faits prisonniers, tandis que 19 hobbits sont morts et une trentaine ont été blessés. Les bandits morts ont été enterrés dans une fosse de sable voisine appelée la fosse de la bataille. Les hobbits, eux, furent enterrés séparément et une pierre fut placée sur leur tombe avec un jardin autour. Une liste de tous les noms de tous les hobbits qui ont combattu dans la bataille de l'Ezo a été faite, avec en tête les noms des 2 capitaines Meriadoc Brandebook et Peregrine Took. Après la victoire de l'Ezo, les hobbits sont montés jusqu'à Cuxac, où ils ont enfin pu voir Charcou. Ce n'était pas Lothon comme certains le pensaient, mais Saruman. Frodon refusa de le tuer, mais le força à quitter la comté au plus vite et de repartir sur les routes en tant que mendiant qu'il était. Et Saruman révéla alors que son serviteur, Grima, avait tué Lothon, car Serpent a eu grand faim ces derniers temps. Grima cria alors et trancha la gorge de Saruman dans un élan de rage pour des années d'oppression et d'abus, mais il fut lui-même abattu par des archers hobbits. Alors que l'esprit de Saruman s'élevait au-dessus de son corps, il fut emporté par un vent venu de l'ouest. Manwë ne voulait pas récupérer l'esprit de Saruman perverti et détérioré. Les dommages causés à la comté étaient profonds et violents. Les récoltes pouvaient être ressemées, les maisons reconstruites et les immondices nettoyées, mais le plus gros et terrible des dégâts avait été fait aux arbres, car ils étaient nombreux à avoir été coupés, taillés et débités. L'année suivant la bataille, les préparatifs ont été faits pour réparer les dommages causés par Saruman. Sam a répandu la terre bénie de la boîte de Galadriel à chaque endroit où un arbre particulièrement aimé avait été coupé. Il a ensuite planté la graine de Malorn à l'endroit où se trouvait autrefois l'arbre de la fête de Bilbon. Et d'ailleurs, ce fut une attraction connue dans tout l'ouest de la Terre du Milieu, le seul Malorn à l'ouest des Monts Brumeux. 1420, selon le calendrier de la comté, devint l'une des meilleures années de récolte et de vie, célèbre pour ses mariages, pour ses naissances de hobbits blonds, fait rare autrefois, et pour l'excellence de sa bière aussi. Si bien que des décennies et des décennies plus tard, on pouvait entendre, au coin du feu, dans une taverne, un vieil homme reposer sa chope et soupirer d'aise. Ah, c'était un vrai 1420 ça, une année proverbiale. Alors si cet épisode de la bataille de l'Ezo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et à liker celui-ci, ça me ferait plaisir. Retrouvez-moi comme d'habitude sur Twitch le mardi, mercredi et jeudi. Et si vous voulez plus d'infos sur mes faits et gestes, retrouvez-moi sur Discord et Facebook, les 2 endroits où je suis le plus actif. Alors merci d'être encore là pour une nouvelle année de Mémoire de la Terre du Milieu, et à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!